Excusez-moi. J'étais un peu pris par des objets qu'on trouve dans le grenier de la médiathèque. Là, c'est un instrument africain, ça s'appelle un sanza. Moi, je me rappelle que j'ai rencontré des gens qui jouaient cet instrument, mais merveilleusement bien. Et j'ai un cousin, bon, chez nous, le cousin n'existe pas. J'ai un frère qui joue de ça en Belgique. Il s'appelle Mputu. Si un jour vous croisez ce nom, Mputu, regardez comment il joue. Il a peut-être même une école en Belgique. Bon, revenons à ce qui nous réunit. Le monde imaginaire. Attendez que je ferme la porte. Alors, donc, bonjour. La dernière fois, on avait été au Japon, puis je vous avais dit qu'on reviendrait à Besançon. Et là, nous y sommes. Mais avant de commencer, je vais vous donner les réponses aux deux devinettes. La première devinette était: quelle est la différence entre un boucher et un marin? Quelle est la différence entre un boucher et un marin? Eh bien, la différence, c'est que le boucher, lui, il voit le port avant les côtes. Le marin, lui, il voit d'abord les côtes avant le port. Voilà la réponse. Et l'autre devinette, c'était: pourquoi dit-on que l'horloger est le contraire de la girouette? Pourquoi dit-on que l'horloger est le contraire de la girouette? Eh bien, c'est simplement que l'horloger, lui, il vend des montres, alors que la girouette, elle montre le vent. Il fallait seulement inverser les verbes. Bon, les deux devinettes d'aujourd'hui. Ah, celle-là, on la trouve facilement. Peut-être que vous avez déjà trouvé avant que je ne parle. Hein? C'est possible. Alors, en allant à l'église, sur mon chemin, j'ai vu un homme assis, entouré de 7 femmes. Chaque femme avait un enfant. Et chaque enfant tenait un sac où il y avait un chat. La question est de savoir combien de personnes allaient à l'église, sachant que les chats, ce ne sont pas des personnes. Voilà. C'est cette devinette. La deuxième, un poisson rouge, un poisson bleu, un poisson doré, un poisson argenté. Parmi ces 4 poissons, lequel va se noyer? Voilà. Voilà les deux devinettes. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait voir aussi ce que j'ai fait avec les enfants de Besançon. C'est une collection que j'ai appelée « Les enfants racontent ». Eh bien, en 2002, ça date, en 2002, j'étais dans une école de Besançon, pour ne pas la citer, Louise Michel, et là, à l'heure du midi, je faisais des animations sur le conte. Et il y a eu des enfants, des classes de CM2, avec qui j'ai écrit l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire s'appelle « La légende de la fée de la forêt de Zombre ». La légende de la fée de la forêt du pays de Zombre.
Et c'est cette histoire. J'espère que vous allez l'apprécier. Vu les années qui sont passées, cette histoire a patiné dans mon esprit, a pris une autre forme. J'espère que ceux avec qui j'ai écrit cette histoire vont pouvoir se rappeler. J'ai donné l'année, et puis, bon, bah, ils se retrouveront. Patrick, les craques, et bien l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois, dans la forêt du pays de Zambe, vivait une fée. Elle s'appelait Laure. Elle était née et elle avait grandi dans cette forêt. Ainsi, elle connaissait tous les coins, les recoins de ces lieux. Mais il y avait un lieu sombre où elle n'y allait jamais. D'après la légende que lui avait racontée sa marraine, ce lieu était magnifique. Et c'est une tante qui y habitait là, qui avait le cœur dur comme la pierre du chemin. Elle n'avait pas d'émotion. Et pour cela, elle était devenue une sorcière. Et oui, la marraine avait dit de ne jamais aller dans ces lieux. C'est un lieu maléfique. La fée Laure craignait bien ce lieu. Mais en même temps, comme tout enfant, elle avait envie de le découvrir. Chaque matin, elle se mettait sur le bord de ce monde maléfique, tout en imaginant ce qui se passait. Elle imaginait. Ah, elle a beau imaginer. Est-ce que c'était la réalité? Ou bien c'était seulement son imaginaire? Et un jour, sa curiosité est plus forte que la raison. Elle décide d'y entrer, d'aller à la rencontre de sa tante, celle qui est une sorcière, celle qui n'a pas d'émotion. En pénétrant dans ce lieu maléfique, elle constate que les arbres sont ratatinés, les feuilles desséchées, les fleurs n'ont pas de couleur, pas de parfum, pas d'éclat. On dirait que la pluie a oublié de tomber sur ce lieu. Au détour du chemin, elle rencontre un animal fabuleux. Elle s'exclame: « Oh mon Dieu! Mais qui a pu créer un animal comme ça? Oh mon Dieu !» Eh bien, le regard de cet animal fabuleux donnait l'impression, c'est comme s'il demandait de l'aide. Très émue, la fée Laure ajoute: « Ne t'en fais pas, pauvre animal. À ta tête, je lui donnerai un corps, et à ton corps, je lui donnerai une tête. » Elle prend sa baguette magique, elle tend sur l'animal, et l'autre main, elle lève au ciel. Et là, elle dit: « Par les pouvoirs qui me sont légués par mes parents, par la reine des fées, je veux que cette tête retrouve un corps, et ce corps retrouve une tête. » Eh bien, à sa grande surprise, rien ne se passe. Non. Au contraire, l'animal est en train de souffrir. Les pouvoirs de la fée Laure ne marchent pas dans ce lieu maléfique. Elle a peur, elle a peur. Je dis: « mais, oh, qu'est-ce que j'ai fait? » Elle a envie de partir, elle veut partir. Mais dans sa tête, il y a une question qui la trouble, qui la tourmente. C'est celle de savoir si elle a vraiment perdu ses pouvoirs. À peine qu'elle a fait quelques pas, et voilà qu'une ombre gigantesque se dresse devant elle. Elle regarde et l'ombre lui parle.
Que fais-tu ici? Ne sais-tu pas que ce lieu est interdit aux fées? La pauvre Félor, elle ne peut pas parler. Elle est paralysée par la peur, par la laideur de cette ombre. Ne recevant pas de réponse, l'ombre grandit, grandit. Puis l'ombre s'épaissit. L'ombre enveloppe la Félor. Elle s'évanouit. Et bien, quand elle se réveille, elle est allongée dans une pièce sombre, d'une maison sombre. Elle s'assied et elle voit une table. Sur cette table est posée une bougie allumée. Il y a une cheminée et il y a du feu. Alors, elle fait, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Seul l'écho lui revient en réponse. Et tout à coup, près de la table, une trappe s'ouvre. Une jeune femme sort avec un panier rempli de vivres. Elle pose délicatement le panier sur la table. Puis se retourne vers la Félor et dit, mange et prends des forces. Mais la Félor, elle hésite. Elle dit, mais qui es-tu? Moi, j'étais une fée comme toi. Un jour, je me suis aventuré sur ces lieux maléfiques. Et une sorcière m'a tendu un piège. Je me suis fait attraper par la maîtresse de ces lieux. Je suis devenue sa servante. Et bien d'autres filles. Toi aussi, tu seras une de ces servantes. Oh, mais où est-elle? Mais où est-elle? Oh, ne crains rien. Elle ne sera là que ce soir. Elle te donnera une tâche à faire. Et puis la fille s'en va, la jeune fille. Elle retourne sous la trappe et la trappe se referme. La Félor, qui avait faim, se lève, elle mange un petit bout, elle boit un peu d'eau, mais elle n'a pas le cœur à ça. Elle se demande, qu'est-ce que je vais devenir? Quand le soleil se couche, c'est toujours silencieux. Il n'y a que cette bougie qui est allumée, le feu qui crépite dans la cheminée. Et tout à coup, au loin, on entend un cri horrible, qui est le mélange d'un hurlement et d'un rugissement d'un lion. Et quelques instants plus tard, la porte s'ouvre. Ce qui est très étrange, eh bien, la flamme de la bougie baisse. C'est comme pour recréer une sorte de semi-obscurité. Une femme, une vieille femme rentre. Elle est sèche comme du bois mort de la forêt du pays de Zon. Elle n'a aucune expression sur son visage. Elle regarde la fée Lor et s'adresse en elle. Maintenant, toi, tu es ma servante. Ton travail consistera à aller chercher de l'eau tous les matins, dès le premier chant de mon coq. Et tu rempliras le tonneau qui est près de la cheminée. Pour aller puiser l'eau, tu ne suivras que la route qui part d'ici. Voilà ce que tu feras. Et la voilà qui s'en va. Elle rentre dans une pièce. C'est sa chambre. Elle s'allonge et dort. Restée seule, la Félor réfléchit à ce qu'elle va faire. Pour la deuxième fois, la trappe s'ouvre. Une jeune fille sort. Elle propose à la Félor de la suivre pour lui montrer son lit. Elle obéit. Et quand elle est sous la trappe, elle voit d'autres filles, des jeunes filles. Elles sont très pâles. Elles ont le teint cireux comme la mort. Elles ont perdu l'éclat de leur jeunesse. On lui montre son lit. Elle s'allonge
Elle repense à sa vie de fée dans la forêt du pays des ombres, de Zombre. Elle repense à sa marraine qui lui avait dit « Ne va pas dans ce lieu maléfique ». Peu à peu, elle s'endort. Puis, elle se réveille. Les autres filles sont déjà à l'ouvrage. Elle mange, la trappe s'ouvre. Elle monte l'escalier et sur la table est posé un seau. Elle prend le seau, elle sort de la maison, il fait froid. Elle suit le seul chemin qui l'emmène jusqu'au puits. Et là, elle puise l'eau, elle en revient et elle verse dans le tonneau. Ainsi, elle accomplit les mêmes gestes. Aller au puits, puiser l'eau, remplir le tonneau. Et quand le tonneau est plein à ras-bord, la nuit commence à tomber. Fatiguée, elle s'assied et elle attend sa tante, la sorcière, avant de descendre, manger, dormir avec les autres. Ainsi était son travail hier, ainsi est son travail aujourd'hui, ainsi sera son travail demain. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Elle accomplit les mêmes gestes. 7 ans, l'âge de raison. Et un jour, comme d'habitude, elle marche sur son chemin pour aller au puits. Et soudain, elle entend un cri. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Elle cherche. Elle ne voit rien. Elle entend. Alors, elle suit cette voix. Elle suit la voix, elle marche. Bizarrement, cette voix vient du puits. En se penchant, elle voit un petit garçon qui semble à bout de force. Instinctivement, elle prend son seau, elle attache une corde, elle jette dans le puits en disant à l'enfant « Accroche-toi à ce seau pour que je puisse te sortir. » L'enfant obéit, elle tire de toutes ses forces, elle tire, elle sort l'enfant. Ah, c'est étrange. Dès que l'enfant est sorti et se dégage du seau, il s'enfuit, perplexe. La fée ne comprend pas l'attitude de cet enfant. Il vient de la sauver d'une mort certaine et il s'en va. Mais il a remarqué que cet enfant n'a pas le teint cireux de la mort. Puis, elle reprend son travail. Puiser l'eau, remplir le seau. Puiser l'eau, remplir le seau. Mais le fait de faire ça, elle se fatigue, elle est résignée. Et quand son tonneau est rempli, la nuit tombe, la vieille dame entre. Mais elle est en colère. Quelle est cette odeur qui me chatouille les narines? Qu'as-tu fait dans la journée? Rien. Je suis allé chercher de l'eau comme d'habitude pour remplir le tonneau. Sa tante, la sorcière, n'y croit pas. Mais elle ne dit pas un mot. Elle va dans sa chambre, elle dort. Elle est l'attend, la trappe s'ouvre, elle va dormir. Le lendemain matin, après avoir mangé, elle sort, elle prend son seau, elle s'en va. Mais ce matin-là, sa tante la sorcière, elle a décidé de suivre la fée Laure pour savoir d'où venait cette odeur étrange qui s'est répandue dans la maison. La fée Laure marche sans s'en rendre compte qu'elle est épiée
Elle marche. Et quelle est sa surprise quand elle arrive au puits? Le petit garçon est là. Le petit garçon va s'excuser de son geste, de s'être enfui. Il dit simplement parce que il avait peur de son teint cireux. Il pensait que c'était une diablesse. Mais il est revenu pour la remercier de l'avoir sauvée d'une mort certaine. La fée Laure est émue par ce que lui dit l'enfant. Ah, il dit simplement, n'aie pas peur de moi. Veux-tu accepter que nous soyons des amis? Tous les matins, tu viendras ici et on se parlera. L'enfant accepte. Mais dans son petit coin, discrètement bien caché, la sorcière voit les deux êtres en train de discuter. Mais elle n'entend pas les paroles. Elle s'en va. Après avoir parlé de tout et de rien, le petit garçon s'en va. La fée Laure reprend son travail. Elle est investie d'une énergie d'au moins de 7 personnes. Elle va remplir le tonneau en moins de temps. Elle est heureuse. Quand le tonneau est rempli, elle n'est pas fatiguée comme d'habitude. Elle est assise, elle attend sa tante avant d'aller dormir. La porte s'ouvre. Sa tante rentre, elle qui n'a pas d'expression. Et elle lui pose une question. Qui as-tu rencontré? Sans hésitation. La fée Laure répond. Personne. Ah! Menteuse! Je vais te punir, pauvre effrontée. Mais pourquoi? La fée Laure n'a pas dit la vérité. Nous le savons qu'elle a rencontré le petit garçon. Eh bien, elle a menti parce qu'elle voudrait garder secret cette amitié, qui est en quelque sorte une goutte venue de l'autre monde. Une goutte qui tombe dans un monde maléfique. Elle préfère être punie. Alors, la vieille sorcière dit, eh bien, je vais t'enchaîner à la cheminée, mais ta laisse sera grande pour que tu puisses tourner dans la maison. Elle attache au pied, elle met un cadenas, elle garde la clé comme un collier autour de son cou, puis elle va dormir. Cette nuit-là, la trappe est restée fermée. Cette nuit-là, il n'y avait que la bougie qui était allumée, le feu dans la cheminée. La pauvre fée s'est endormie par terre. Le lendemain matin, la sorcière est partie. La fée était là. Pendant ce temps, le garçon est arrivé au puits. Elle attendait sa nouvelle amie. Elle n'était pas là. Je dis, mais pourquoi elle n'est pas là? Bon, je vais aller la chercher. L'enfant prend le chemin. L'enfant arrive devant cette maison, une maison sombre. Il regarde par la fenêtre et il voit la fée. La fée Laure prostrée devant la table. L'enfant frappe à la fenêtre. La fée se retourne et voit l'enfant. Elle se lève comme sa laisse est assez longue, elle ouvre la porte. L'enfant entre, il est étonné de voir son ami attaché avec une laisse comme un chat. La fée explique qu'elle est prisonnière d'une sorcière et qu'il y a aussi d'autres filles. Mais lui, il peut les sauver. L'enfant s'étonne. Moi,
je peux vous sauver. Oui. Mais en faisant quoi? Approche, je vais te le dire. L'enfant dit, d'accord. Ils se sont téméraires, cet enfant. Il veut sauver la fée. Son père, ses parents, ses grands-parents, ses amis, ses grands frères lui racontent toujours l'histoire des fées. Que les fées sont là pour nous sauver. Elle va sauver une fée. Avant que le soleil ne se couche, avant que la nuit ne tombe, avant que la sorcière ne revienne, l'enfant se cache sous le lit de la sorcière. Quand la porte s'ouvre, la sorcière rentre. Quelle est cette odeur étrange qui me chatouille le nez? La fée lui dit, ah, il y a eu un os qui est tombé par la cheminée. C'était un os, je ne sais de quoi, et c'est cet os qui brûle, qui donne cette odeur insupportable. Eh bien, la sorcière a cru à ce que lui a dit la fée Laure. Elle va dans sa chambre, bien que cette odeur soit inconfortable. Elle enlève le collier avec la clé, pose tout cela sur sa petite table de nuit. Elle s'allonge. Au milieu de la nuit, le petit garçon sort du lit. Il récupère la clé et il délivre la fée Laure. Mais ils ne peuvent pas partir. Il faut trouver vite une cachette. La fée Laure avait constaté que près du tonneau, il y avait une porte. On la voyait difficilement. Elle demande à l'enfant qu'il pousse. Et ils vont pousser. Avec tant d'efforts, la porte s'ouvre. C'est sombre. La fée prend la bougie. Elle rentre à l'intérieur. On cherche s'il n'y a pas une issue. Mais ce qui est très étrange dans cette chambre, il n'y a qu'une robe accrochée au mur. Une robe toute noire. Par curiosité. C'est tout ce qu'on a été quand on a été enfant. L'enfant, en passant devant cette robe, tire la manche. Et tout à coup, on entend « Ah, laisse mon bras !» La fée se retourne et regarde. Mais c'est la voix de la sorcière, mais pourtant elle n'est pas là. Par acquis de conscience, elle tient le col. « Ah, laisse mon cou !» L'enfant tire le bas de la robe. « Ah, laisse mes jambes !» La fée touche le derrière de la robe. « Ah, laisse mon derrière !» Et à chaque fois qu'il touchait une partie de la robe, la sorcière, elle crie. Et la fée va comprendre que toute la méchanceté et le pouvoir de sa tante ne venait que de cette robe. Alors, d'un geste, elle brûle cette robe. Et là, on entend un cri horrible. Non! Puis c'est le silence. Il court dans la chambre de la sorcière. Il rentre et là, il voit un tas de cendres fumant sur lui. Le mauvais sort a disparu du lieu. La trappe s'ouvre. Les jeunes filles sortent. Et peu à peu, elles reprennent des couleurs. Elles retrouvent leur pouvoir. Elles vont remercier. Elles vont remercier la princesse Laure. Merci de nous avoir sauvés. Mais elle leur dit, ne me remerciez pas, remerciez plutôt ce petit garçon. Et elles vont remercier le petit garçon. Toutes les fées
vont jurer que jusqu'à la fin des temps, elles se battraient contre les sorcières pour protéger les hommes. Le lendemain, le lieu a trouvé un éclat brillant. Miraculeusement, les arbres n'étaient plus ratatinés. Les fleurs ont retrouvé de la couleur et le parfum était agréable à sentir. Une pluie très fine arrose l'herbe pour enlever cette couleur grise. On a retrouvé un lieu de paradis. La fée-laure accompagne le petit garçon chez lui. Heureux de tout ce bonheur, l'enfant raconte son aventure à ses parents, à ses amis. Et tout le pays sait ce qu'a fait cet enfant et ce qu'ont fait les fées. Ah oui, et tout le monde était heureux. Des siècles plus tard, un village, puis une ville naissent dans la forêt du pays de Zombe. Pour oublier cette sorcière et ses maléfices, les habitants du pays de Zombe décident non pas de changer le nom de leur pays, qui portait peut-être malédiction, mais ce qu'ils vont faire, c'est de le lire à l'envers. Zombe devient besoin. Eh oui, Zombe devient besoin. Si vous passez par là, une école a été construite à la place de la sombre maison de la sorcière. À minuit, vous verrez une fumée blanche s'élever. Ah, cette fumée, c'est la fée-laure qui revisite le lieu, qui revisite le pays de Besançon. Paraît-il que c'est elle qui protège ce pays. Ah, ceux qui ont des oreilles, écoutez la légende de Besançon. Voilà! C'est une histoire écrite avec des enfants. Je leur avais demandé d'écrire une légende de leur ville. Et on était parti sur ça. Merci de m'avoir écouté.